vers une nouvelle crise sanitaire. Le choléra ressurgit. En fait, il n'a jamais disparu, Godson. Ah oui. Ces derniers jours, de nombreux cas ont été enregistrés dans la commune de Cité-Soleil, notamment au centre de traitement de choléra de Médecins sans frontières. Pour en parler, Christophe Garnier, chef de mission de Médecins sans frontières en Haïti. Bonsoir, monsieur Garnier. Bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir, monsieur. Merci à vous de m'accueillir chez vous. Merci pour votre disponibilité. Quelle est la situation actuellement au centre de traitement choléra de MSF? La situation est relativement inquiétante, mais on n'en est pas encore dans une situation dramatique. On a reçu de notre côté 148 cas depuis mi-février, donc qui passent, dont 19 cas juste pour la journée du 6 mars, à titre d'exemple. Le problème, c'est que le choléra est devenu endémique, donc on a toujours quelques cas qui arrivent, et en fait les arrivées se font un peu en dents de scie. Ce qui nous inquiète particulièrement, c'est que les personnes atteintes de choléra qui arrivent chez nous arrivent de plus en plus tard. Les cas que l'on reçoit aujourd'hui sont beaucoup plus sévères que ceux qu'on recevait à l'automne dernier, pendant la dernière crise. Et ça nous inquiète vraiment. Alors, et au niveau des médicaments et intrants nécessaires, est-ce qu'ils sont disponibles en quantité suffisante? Pour ce qui est de nos hôpitaux jusqu'à présent, oui. Maintenant, je pense que le choléra nécessite beaucoup d'intrants. Donc effectivement, nous on travaille en collaboration avec l'hôpital Fontaine, par exemple. On va regarder, mais je suis pas certain qu'on puisse fournir pour tout. Donc il y a vraiment besoin, de manière générale, de faire entrer les intrants, de réouvrir l'aéroport pour le supply et de relancer les financements parce que c'est nécessaire pour le choléra, mais également pour beaucoup de choses. Après le choléra, c'est également beaucoup d'eau propre, beaucoup de chlore, c'est de la réhydratation, donc c'est quelque chose qui est relativement simple à prendre en charge, mais en revanche qui peut également être mortel s'il y a un manque d'intrants. Donc c'est une très bonne question et effectivement on va vite manquer si rien n'est fait. Mmh. C'est-à-dire que vous pouvez fonctionner normalement pour combien de temps? Je n'ai pas de vision exacte sur combien de temps parce qu'en fait ça va véritablement dépendre de la fréquentation. Là on a la chance d'avoir du stock actuellement, en tous les cas au niveau des MSF, mais on va essayer de voir pour faire des donations. On va augmenter nos points de chloration à Cité-Soleil et notamment à Brooklyn qui est un peu le cœur du choléra actuellement. Donc on essaie de faire en sorte qu'il y ait des points de chloration. On va passer de 3 points de chloration à 9 points de chloration. Après, toute la difficulté va être de pouvoir suivre, de pouvoir fournir. Donc aujourd'hui, oui, on a dans nos stocks ce qu'il faut, mais là je ne peux parler qu'au nom des MSF. Mais effectivement, si on rentre dans une crise choléra et si on rentre dans une véritable urgence, on pensera sérieusement à essayer de faire rentrer à nouveau du supply et puis pourquoi pas des équipes, etc. pour se préparer à répondre. Comme vous le savez, le système sanitaire est fragile, n'est pas forcément suffisant pour tout prendre en charge, donc on fera évidemment le maximum pour arriver en support. 19 cas en une journée, ça marque une augmentation? Énorme. Énorme. Oui, on est plutôt sur une moyenne de 2-3 cas par semaine en temps normal. Donc là, on est actuellement sur 4, 5, 6 cas depuis ce week-end. Mais 19 cas en une journée, oui, effectivement, on a eu peur. Donc, si c'était encore une fois, donc on surveille également pour voir comment ça se passe. L'autre problématique, c'est que nous, on va se baser sur ce que l'on reçoit à l'hôpital, mais ce que l'on reçoit à l'hôpital ne reflète pas nécessairement la réalité. C'est-à-dire que je peux vous parler des cas que nous avons reçus. L'hôpital Fontaine pourrait également vous parler des cas qu'ils ont reçus. Mais vous savez que ce sont des quartiers qui sont difficiles d'accès. Donc on est un petit peu, pas aveugle, mais je suis pas certain qu'on ait une image très précise de la situation dans ces quartiers. Est-ce qu'il y a une catégorie bien spécifique qui est la plus victime? Les personnes les plus vulnérables. Le risque aujourd'hui, ça va se situer au niveau des camps de déplacés, même à Port-au-Prince. Le choléra, ça se propage très très vite. C'est souvent dû à une eau qui va être polluée, pas assez propre. Donc si on ne peut pas reprendre les distributions d'eau potable, si on ne peut pas reprendre les distributions d'eau de service dans les différents camps, et Dieu sait que les besoins sont énormes, et c'est pour ça qu'il faut des financements, qu'il faut que les financements reviennent au niveau sanitaire et au niveau eau.
on risque effectivement d'avoir du choléra un peu partout. Ah. Donc les personnes à risque, pour répondre très clairement à votre question, c'est les personnes les plus vulnérables, comme souvent, parce qu'elles vont avoir un problème d'accès aux latrines, elles vont avoir un problème d'accès à de l'eau potable, à de l'eau propre, un problème d'hygiène parce que même si on a une très très bonne hygiène, quand on vit dans un camp déplacé sous une bâche en plastique, on est bien d'accord qu'on ne peut pas, on n'est pas en mesure de respecter des normes d'hygiène de base. Donc oui, ces personnes sont à risque. Et sur ce point, justement, j'aimerais vous demander de faire plus de précision sur le mode de propagation du choléra dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, où justement il y a beaucoup de camps de déplacés, il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas chez eux et qui vivent dans des conditions pratiquement inhumaines. Alors le choléra va se propager comme souvent par les mains, par des mains sales. Donc quelqu'un qui va pas pouvoir se laver les mains, il faut se laver les mains régulièrement, toujours. Il suffit de toucher quelque chose qui est porteur et on a très souvent nos mains à la bouche, par exemple, ça suffit pour propager le choléra. Après, honnêtement, le choléra, c'est une maladie qui fait peur, mais c'est aussi une maladie qui se soigne très très bien, parce qu'en fait, le choléra va entraîner une déshydratation. Et donc, on réhydrate les patients. Mais le conseil à prendre pour éviter du choléra, c'est de se laver les mains après être allé aux toilettes, avant de manger, après manger, éviter de porter les mains à sa bouche, garder une hygiène exemplaire. Quand je dis se laver les mains, c'est se laver les mains suffisamment longtemps avec du savon sous l'eau, de bien frotter sous les ongles pour éviter la transmission des germes. Faudrait-il reprendre les campagnes de sensibilisation sur le choléra? Vous avez complètement raison. Il faut reprendre les campagnes de sensibilisation. Il faut distribuer des kits d'hygiène dans les camps, mais il faut aussi leur apporter de l'eau, parce qu'avoir du savon sans eau, ça ne va servir à rien. Il faut effectivement sensibiliser dans les écoles, par exemple, ou dans les différentes communautés. Ce que vous êtes en train de faire, le fait de m'interviewer, c'est vous faites de la sensibilisation et je vous en remercie. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et alors, pour la prise en charge d'une personne atteinte de choléra, pouvez-vous nous rappeler les actions nécessaires? Alors nous, on a ce qu'on appelle un ITC, qui est une unité de traitement du choléra, et on va avoir deux cas de figure. On va avoir le traitement ambulatoire. Donc on va donner ce qu'on appelle de l'ORS, c'est des pochettes de réhydratation qui se diluent dans l'eau. Donc ça c'est pour les cas relativement simples. Et donc la personne va consommer en fait beaucoup d'eau avec des sels minéraux à l'intérieur, ce qui va lui permettre de se réhydrater, en tous les cas éviter de se déshydrater complètement. Et puis ensuite on a les hospitalisations pour les cas les plus sévères où là ils vont être réhydratés mais par voie intraveineuse, etc. Est-ce que il n'y a pas eu des avancées qui ont été enregistrées dans la lutte contre le choléra dans le monde? Et si je me souviens bien, Godson, il y a eu un vaccin. Et qui pourrait servir peut-être à Haïti aujourd'hui? Il y a eu un vaccin, effectivement, mais on en est encore au stade où il est assez compliqué. Ce que je vais vous dire là, c'est de mémoire. Je crois que pour avoir une bonne efficacité de ce vaccin, il faut au moins 2 passages de vaccination. Donc c'est très dur, encore une fois, dû à l'accès, dû aux personnes déplacées de faire un suivi. Donc une seule vaccination n'est pas optimale. Il faut importer ces vaccins, etc. Et ça reste encore quelque chose qui est nouveau, donc c'est pas comme un vaccin de la rougeole qu'on connaît depuis très longtemps et dont on connaît l'efficacité. Donc ce serait très très bien, effectivement, il faudrait pouvoir organiser des campagnes de vaccination. Mais je crois que la durée de protection est relativement limitée et en plus c'est un énorme travail logistique d'organiser cette vaccination car un seul tour ne suffit pas. Et donc ça ne résout pas le problème. À la base, c'est la question de l'hygiène qui doit être posée et réglée. La question de l'hygiène en général, ça va être aussi le traitement des déchets dans les villes, ça va être la gestion des eaux dans les villes également qui peut avoir un accès. Le manque de latrines par exemple, où des personnes qui ont besoin de se soulager vont devoir le faire dans la nature, va favoriser la propagation du choléra. Donc toute la situation, la fermeture de l'aéroport, la crise économique, l'appauvrissement général, la fermeture des différents centres de santé qui ont du mal, toutes les conséquences de la crise actuelle, effectivement, vont favoriser la propagation du choléra. Et tout à l'heure, vous parliez de rareté de financement. Vouliez-vous faire référence à
la mesure prise par le gouvernement américain d'arrêter certains financements de l'USAID? Sans faire une référence directe, parce qu'MSF on fonctionne sans ces fonds, il est évident que dans les différents camps de déplacés, il y a des ONG qui ne sont plus en mesure de fournir les services parce qu'elles n'ont plus les financements qui arrivent, oui. Complètement. Alors, pour éviter la propagation du choléra, on a compris dans votre explication que cela nécessite une mobilisation à grande échelle, que ce soit du côté de la population qui doit avoir un certain comportement, une certaine attitude, et l'État également qui doit agir pour prévenir et protéger la population, surtout les plus vulnérables. Donc, l'État a une grande responsabilité en garantissant notamment un meilleur accès à l'eau potable à la population. C'est comme tout, je pense qu'en général c'est un effort commun, une collaboration commune. Je pense que l'État fait également tout ce qu'il peut actuellement. C'est plutôt une mobilisation générale pour avoir une lutte commune, mais ne serait-ce que de mettre des points d'eau, par exemple, quand vous recevez les invités chez vous, leur demander même avec beaucoup de politesse de se laver les mains. Vous voyez, ça c'est des mesures qui sont très faciles, que chacun peut prendre individuellement. Lutter contre le choléra, c'est un effort commun. Je pense qu'il ne faut pas redouter le choléra parce qu'encore une fois, pris à temps, ça se soigne bien. Par contre, c'est pas agréable, ça fait très mal, ça épuise, on se déshydrate. Donc voilà, mais c'est un effort commun, je dirais, pour lutter. Et justement, l'effort que vous faites là maintenant, se fait-il en articulation avec le ministère de la Santé? De toute façon, oui. Nous, on ne peut travailler qu'avec l'autorisation du ministère de la Santé, avec qui on a d'excellentes relations, qui sont un vrai support, et qui nous aident au quotidien dès qu'on en a besoin, en fonction de leurs moyens. Mais bien sûr que oui. J'aimerais profiter de votre présence pour parler de la violence aussi qui s'intensifie alors que les besoins sanitaires explosent, comme vous l'avez souligné vous-même dans une note. Et donc l'intensification de cette violence se présente comment dans les secteurs où vous intervenez? Si vous voulez, moi, c'est pas tant la violence, j'allais dire ça ne me regarde pas, ça me regarde parce que je suis humain, mais je ne veux pas rentrer dans ce discours un peu politique de violence ou autre, ce n'est pas mon rôle. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les conséquences des violences, peu importe. Donc, ça veut dire plus de personnes déplacées, donc plus de personnes potentiellement malades avec un accès aux soins qui est très difficile. Donc c'est ça qui me chagrine, c'est de voir de plus en plus de camps de déplacés partout, sans moyens, le manque d'eau, le manque de financement. Donc c'est les conséquences que je trouve comme conséquence, par exemple, le doublement de la quantité de victimes que vous recevez à MSF. Oui, mais le doublement de la population déplacée en ville. Nous, on a nos bureaux ici à Crisseroy. On voit très très bien le nombre de personnes déplacées, une fois, deux fois, un peu partout. Donc oui, c'est les dommages qui sont dramatiques. Alors, j'aimerais demander dans cette même lignée à M. Garnier, comment Médecins sans frontières se débrouille pour rendre disponibles ces services dans un contexte parfois hostile? C'est difficile. On n'a pas de façon miracle de se débrouiller. Nous, on est là depuis 32 ans, donc on est établi dans des quartiers depuis très longtemps, et en fait, on ouvre nos services à la population et on ouvre un soin de santé qui est, en tous les cas, on permet l'accès à un soin de santé primaire ou secondaire qui est relativement rare aujourd'hui. Donc voilà, je pense que la seule chose à faire, ce qu'on essaie de faire, c'est d'être clair sur nos critères médicaux, d'accepter de soigner monsieur, madame, tout le monde en fonction de leurs besoins et d'apporter une certaine qualité au niveau de nos soins médicaux. Et on n'a pas parlé de l'accès du centre de traitement choléra de MSF. Est-ce qu'il y a un risque de saturation ou du moins quelle est la capacité actuelle du centre? Elle est toute petite, la capacité de notre centre, mais on a ce qu'il faut pour répondre en cas de crise. Le choléra fait partie des risques identifiés en Haïti, donc on a déjà prédisposé dans nos stocks ce qu'il faut pour augmenter la capacité si nécessaire.
Et là, donc, cette poussée à Cité Soleil, tout au moins, est due aux dernières pluies. Ce que je vous disais en début d'interview, alors oui, les pluies ne vont pas aider parce que l'eau va se propager, etc. et tout avec elle. Mais pour moi, le choléra est presque devenu endémique. À savoir que sur notre projet de Cité Soleil, on a eu une seule semaine depuis les 5 derniers mois sans cas de choléra. Donc il y a toujours un petit peu, si vous voulez. C'est pas énorme, c'est pas des crises, mais il y a toujours quelques cas par-ci par-là. Donc le choléra est installé partout aujourd'hui. Et vous avez des recommandations particulières aujourd'hui? Se laver les mains le plus possible, ne pas être effrayé si on se rend compte qu'un membre de sa famille commence à aller mal et à avoir, je sais pas, une diarrhée un peu forte, ne pas hésiter à venir chez nous en cas de doute pour être pris en charge et surtout ne pas attendre, véritablement ne pas attendre quand les premiers symptômes se présentent, donc qui vont être des vomissements et une diarrhée, pour aller dans un centre de santé. C'est vraiment l'attente qui fait que ça peut être compliqué avec des conséquences fâcheuses. Un choléra qui est pris très rapidement se soigne très bien. Merci beaucoup, Monsieur Christophe Garnier. Et juste avant de partir, pouvez-vous rappeler les adresses de vos centres principaux où on peut vous trouver pour le cas où s'il y a urgence? Pour le choléra aujourd'hui, il faut aller à Cité Soleil, donc Drouillard. Voilà. Si vous êtes grand brûlé, il faut aller à Tabar. Si vous avez un accident de la route ou autre, une traumatologie, il faut aller au centre MSF de Turgeau. Pour la prise en charge des violences sexuelles, il faut aller au centre MSF de Pramène. Encore merci. Voilà. Bon travail, bon courage. Merci beaucoup. À bientôt. Christophe Garnier est le chef de mission de Médecins sans frontières en Haïti. On a parlé du choléra Godson. Il faut rappeler que des experts avaient confirmé que le choléra avait été introduit en Haïti par un bataillon de casques bleus népalais de la MINUSTAH en octobre en 2010. Selon les données qui avaient été recueillies entre 2010 et 2018, il y a eu près de 10 000 décès et 820 000 infections. Et depuis, on parle donc d'une maladie endémique en Haïti, le choléra.